Julien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes le gérant principal de Sextant PEA et on présente rapidement le fonds. C'est un fonds d'action européenne composé essentiellement de petites et moyennes valeurs, c'est bien ça? Alors que historiquement oui, mais c'est un fonds véritablement multicap aujourd'hui. Et on va y revenir. Alors quand je disais moyenne valeur, parce que historiquement vous le disiez c'était la principale composition du fonds, c'était tout de même des sociétés d'un certain poids. Il faut qu'elles soient cotées en bourse quand même. Donc la valeur moyenne en bourse est une définition déjà un petit peu supérieure dans la vie économique. Donc on a quand même des capitalisations qui sont entre 100 millions et 1 milliard. Vous ne mettez pas que des actions européennes en portefeuille, puisque vous avez la possibilité de mettre 25% d'actifs hors des actions européennes. Absolument. On a choisi dès le départ de faire un fonds international pour pouvoir s'ouvrir un champ d'opportunités plus important. Et historiquement, on a bien utilisé cette marge de manœuvre. Alors, votre fonds, Julien, fête ses 15 ans cette année, déjà. En ce mois de janvier, et oui déjà. Mais ce n'est pas vraiment pour fêter justement ces 15 ans que nous vous convions. En fait, vous devez cette invitation à vos performances, comme la dernière fois qu'on s'était vu d'ailleurs. Et là, je dis chapeau bas, puisqu'entre le 18 janvier 2002, date de création du fonds, et le 10 janvier 2017, Sextant PEA, c'est plus de 800% de gains. Alors 800% de gains, ça veut dire une performance annualisée de 15,84%. Alors il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Lorsque l'on a investi dans votre fonds à sa création, on a gagné donc près de 16% par an. Et ça, si on n'a pas été découragé évidemment par les périodes de chahut boursier, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Alors certains peut-être se diront, oui, c'est bien, mais ces performances ont été acquises peut-être au tout début. Eh bien, on s'est livré à un petit exercice, on s'est mis dans la peau de quelqu'un qui aurait investi début 2007, c'est-à-dire pas au meilleur moment. Au meilleur moment. Voilà, c'est-à-dire qu'on est à la veille du krach de 2008-2009. Et bien le bilan, si on a été résistant et patient, aujourd'hui, il serait de 136% de gains cumulés, soit du 9% annualisé. C'est considérable, il suffit de regarder ce que produisent les fonds en euros en termes de rendement, ou tout simplement un livret A, pour se rendre compte que c'est une performance majuscule. Alors, j'ai une question toute simple, Julien. Quelle est la clé du succès? On a envie de comprendre. Alors la clé, je ne suis pas sûr qu'il y ait une clé. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une culture très forte. Alors la première chose, c'est qu'on s'est quand même spécialisé de facto après la crise de 2001. Le point d'entrée a été assez important sur les valeurs, les small caps, qui étaient quand même totalement sous-valorisées, voire massacrées à l'époque. Et on a développé une expertise assez fournie et je dirais une bonne force de frappe en termes de capacité d'investissement, donc humaine, sur un segment qui était quand même assez petit et pas très bien, pas très efficient comme on dit, c'est-à-dire assez peu suivi d'un point de vue général. Et donc on a mis le paquet très tôt. Et cette classe d'actifs, il faut dire que là, depuis 15 ans, maintenant c'est une performance très supérieure aux grandes valeurs, qui s'explique pour toutes les raisons qu'on connaît. Des sociétés familiales, leaders dans leur métier, souvent, qui s'affranchissent parfois des cycles économiques, qui sont plus petites, donc qui peuvent plus croître. Donc tout ça, c'est bien connu. Donc c'est vraiment cet axe, cette focalisation sur les petites et moyennes valeurs qui explique la performance. Alors ça, c'est le terrain de jeu qu'on a cessé d'enrichir ces dernières années, mais qui était vraiment un socle assez important et une expertise qui est reconnue chez nous et cultivée. Le plus important, c'est quand même l'équipe de gestion qu'on a constituée, et je vous l'ai dit, très fournie assez tôt et qui aujourd'hui donc, a une très grande maturité. Et on a organisé la gestion de Sextant PEA, comme certains d'autres fonds de la maison, autour de sous-portefeuilles. C'est-à-dire que le fonds est découpé en poches ou en sous-portefeuilles autonomes et qui sont gérés chacune par un gérant. Alors ça, c'est très important. On va s'appesantir un petit peu sur ce sujet-là parce que, en effet, le fait de se positionner sur les petites et moyennes valeurs vous a servi, puisqu'elles ont explosé ces dernières années. Néanmoins, il y a aussi ce paramètre-là qui est à prendre en considération, c'est que votre gestion, c'est une gestion avec en effet des poches de portefeuille qui sont gérées de façon complètement autonome par chaque gérant. Absolument. Et les idées sont débattues en permanence et finalement challengées. Alors c'est pas cinq poches, je dirais, qui sont totalement
autonome, hein. On a beaucoup de communication. En fait, le constat était très simple, c'est que les meilleures idées ne sont pas consensuelles au départ. Voilà, c'est un constat qu'on a fait assez tôt. Donc vous ne cherchez pas le consensus? Non. En tout cas, pas dans un premier temps. On cherche la créativité. Chaque personne est différente, a une appréhension assez différente, que ce soit des secteurs, des affinités. Et donc on ne voit pas tous les mêmes choses au même moment? Exactement. On n'a pas tous le même aversion au risque. Donc on a des portefeuilles qui sont très performants à long terme, les sous-portefeuilles, mais qui se compensent parfois. On a des styles de gestion. Donc on a un mix, en fait, aujourd'hui 5 gérants qui s'expriment, voilà, et qui partagent en revanche toutes leurs informations. Oui, parce que quand l'un soumet une idée qui finalement fait écho, il peut y avoir, il peut mettre. bien sûr, on a beaucoup de liens entre les portefeuilles, et les principales convictions et les principales pondérations du fonds sont évidemment des sociétés qui peut-être n'étaient pas consensuelles au départ, mais qui au final ont acquis une certaine, je dirais, voilà, un échange, un consensus qui s'est décanté, mais avec le temps. Pas au départ. Mais inversement, si un de mes petits camarades soumet une idée qui ne me plaît pas, je n'y touche pas et je fais ce que je veux. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, en effet, ça permet d'avoir des poches un peu désynchronisées les unes des autres. Et lorsqu'un gérant performe un peu moins bien, d'avoir l'autre qui compense. Exactement. Et on a un jugement de la performance qui se fait de façon long terme, toujours. On ne cherche pas à rémunérer le risque, évidemment. Et qui se fait de façon également qualitative. Ce qui est important, ce n'est pas seulement la performance de ces portefeuilles, même s'il y a une petite compétition entre nous qui donne une saine émulation et qui fait qu'on est tous vraiment très focus sur l'objectif de performance. On a également des métriques qui sont jugées sur le long terme. J'imagine qu'avec le succès, vous avez beaucoup collecté sur ce fonds. Oui, alors historiquement pas beaucoup, parce que c'est un fonds qui est un peu discret, je dirais, qui n'est pas vraiment ouvert à la distribution. Cette année, bien sûr, on a quand même beaucoup collecté, à peu près 100 millions d'euros. Alors, 100 millions d'euros, ça veut dire que l'encours aujourd'hui dépasse... On est à 350. 350 millions. J'ai une question qui a trait justement à cette collecte, parce que quand on collecte, on a un problème de liquidité qui se pose. Alors, est-ce que du coup, vous n'êtes pas contraint de facto d'abandonner le territoire plutôt fructueux des petites et moyennes valeurs pour aller davantage sur les grandes? Si, c'est inévitable. C'est un mouvement qui est totalement inévitable. On a une grande chance en fait en ce moment, c'est que le segment des small et mid cap n'est plus sous-valorisé, ça c'est pas un scoop. Il rentre même en territoire de survalorisation relative, ce qui peut s'expliquer, ce qui n'est pas forcément très inquiétant, mais en tout cas, il se trouve que les nouvelles idées qu'on génère sont plutôt sur les segments mid et larges européens. Donc ce que vous voulez nous dire, c'est que cette bascule qui aurait pu être simplement subie, finalement, aujourd'hui, elle est délibérée. Voilà, alors elle est subie un petit peu, c'est-à-dire que vous avez des pondérations, par exemple, dans Sextant PEA, des sociétés qu'on aime beaucoup, qu'on garde toujours en portefeuille, mais qui ont vu leur poids à peu près divisé par 2, parce qu'on n'a pas pu vraiment en racheter dans le marché. Voilà. Et donc la chance qu'on a, c'est que les idées, je dirais, un petit peu nouvelles, ont pu être, je dirais, avec plaisir, sourcées sur des marchés plus liquides. Mais tout de même, le fait de s'orienter plus vers les large caps, est-ce que ça ne risque pas d'écorner un peu la perf? Ça, l'avenir le dira. Nous, ce qui est important pour nous, c'est d'être... le segment des mid-cap ou des small-cap ne va pas forcément battre à plate couture des grands indices mondiaux pour les 15 prochaines années. Les performances ont été, vous l'avez souligné, mais on a été assez performants, très performants sur la période, mais avec effectivement un segment derrière qui a beaucoup tiré, et 2016 l'a encore prouvé. Alors oui, on a toujours beaucoup d'idées dans les small caps, parce que c'est très spécifique, il n'y a pas de secteur vraiment, il y a beaucoup de situations spéciales. Même cette année, en décembre, on a réussi à acheter du Parrot sur un niveau, par exemple, pas très loin de la trésorerie au bilan. Donc on a toujours, l'univers se renouvelle beaucoup, les modes changent, donc on a toujours des opportunités. Par contre, c'est vrai qu'on est très content quand on peut investir dans des sociétés. Alors on dit big cap chez nous, c'est pas vraiment des big cap. Si on pense à EasyJet ou Criteo, c'est des sociétés plus liquides, certes, mais qui restent encore dans le segment, on va dire, mid cap. Vous êtes toujours très orienté médias et techno? Alors c'est ce qui ressort de nos rapports de gestion. Alors en fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a pas vraiment de secteur et de segment sur les small caps, les catégories regroupent des sociétés qu'on classe dans les médias ou les technos qui ne le sont pas nécessairement.
Donc non, je dirais qu'on n'a pas de biais sectoriel particulier aujourd'hui. Alors, par contre, vous avez un biais géographique très marqué. Vous avez un parti pris français. C'est 2/3 de l'actif? Alors c'est 2/3, oui. Alors effectivement, c'est historique. Hein. C'est notre cœur c'est notre terrain de jeu favori, évidemment, par la connaissance qu'on en a, le travail qu'on a fait, la proximité avec les entreprises. Alors aujourd'hui, quelles sont vos convictions les plus fortes? Alors les convictions les plus fortes aujourd'hui, on a Criteo, par exemple, qui est la première position du fonds. Alors il faut rappeler ce qu'est Criteo. C'est un leader français de l'Internet. Oui, une petite niche de l'Internet, le reciblage, on appelle ça retargeting en anglais. Donc, qui consiste en gros à trouver le consommateur que vous êtes sur ses mobiles et sur son Internet et lui adresser les publicités qui l'intéressent. Oui, c'est une niche peut-être petite, mais d'importance. Oui, d'importance, oui. Pour tous ceux qui cherchent à toucher le consommateur. Donc Criteo, pourquoi? C'est une société donc, très performante, qui n'a pas du tout déçu, bien au contraire, depuis son introduction. Et le cours de bourse est revenu pas loin du prix d'introduction. Aux États-Unis, les gens sont très, très on et off. Hein, donc on aime, on n'aime pas, pour plein de raisons. Et donc il y a beaucoup de volatilité. Et donc, c'est une société cotée au Nasdaq. Hein. Française cotée au Nasdaq. Donc Criteo, ça c'est un exemple. Vous l'avez rentré en portefeuille quand précisément? On l'a rentré progressivement tout au long de l'année. Et on a renforcé les positions en fin d'année à la faveur de chiffres extrêmement forts. D'ailleurs, une petite question. Les sociétés que vous avez en portefeuille, vous les conservez longtemps ou pas? Alors, notre raison d'investissement idéale, c'est l'infini. On aimerait bien ne jamais vendre et de rester, d'accompagner les sociétés dans la durée. Voilà. C'est la bourse, en fait, et la volatilité induite qui nous pousse finalement à vendre des sociétés qu'on aime bien pour des raisons de valorisation et puis de chercher de nouvelles idées. Donc vous pouvez vendre au bout de 10 semaines si d'aventure le cours de bourse explose? On peut vendre, en théorie, au bout d'une journée, hein, c'est ce qui n'arrive évidemment jamais ou quasiment jamais, mais voilà, l'idée que pour nous le long terme, c'est un horizon d'investissement, c'est une culture, on se met à la place de l'entreprise, c'est une forme de discipline, c'est pas long terme, ça ne veut pas dire qu'on garde longtemps. Il faut que ça soit raisonné encore une fois. Mais on a quand même un tiers du portefeuille à peu près, je dirais, dans Sextant PEA qui a été investi depuis au moins 6 ou 7 ans. Donc en effet, c'est une vision à long terme qui préside. Est-ce que vous auriez un autre exemple à nous donner de fortes convictions du moment? Une forte conviction du moment, EasyJet. Ça, c'est de l'aérien, c'est pas facile comme secteur. Non, c'est un secteur difficile. Alors c'est ça qui probablement nous a donné l'opportunité de rentrer. Donc secteur difficile plus un Brexit qui n'a pas été franchement de tout repos pour la société. Ça nous a donné en fait une opportunité puisque le titre a quasiment divisé par 2. Alors avec des résultats qui ont certes été un peu moins bons que prévu du fait du Brexit, mais voilà, une sanction exagérée puisqu'on est revenu pas très loin de la valeur d'actifs. EasyJet, contrairement à beaucoup de compagnies aériennes, possède une bonne partie de ces avions. Donc là, il y a de la valeur il y a quasiment qui n'est plus valorisée par le marché. On n'est pas très loin des 900 pence de valeur d'actifs pour un cours à 1000 pence. Donc ça veut dire qu'on paye le business d'EasyJet pour pas grand-chose. Une société qui, en fait, si vous regardez les chiffres, c'est une société de croissance avec une stratégie exemplaire. C'est vraiment une très belle idée aujourd'hui. Donc 2 belles convictions que vous venez de nous citer. Julien, si on se met dans la peau d'un souscripteur potentiel, c'est un peu compliqué pour lui aujourd'hui, parce que j'ai évoqué la performance majuscule de Sextant PEA, plus de 800% de gains depuis création. Hein. Quand on voit ça, on a un peu le vertige, pour tout vous dire, et à chaque fois, que ce soit avec un fonds ou une action, oui, on hésite, on se dit, j'ai raté le train, je ne vais pas le prendre en marche. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour souscrire à Sextant PEA? Vous me posez quand même la question qui, pour moi, n'a pas de réponse. On n'en a jamais eu et n'en aura jamais. C'est la question du timing sur nos fonds. Historiquement, j'ai déjà eu des avis et ils n'ont pas été très, très bons. En fait, on a des avis dans des périodes éventuellement très, très marquées, après une forte phase de baisse. Mais on est mal placé, en fait, pour juger du timing. Ce qu'on sait, c'est notre process, notre culture et notre stratégie à long terme. Et donc ça, on pense qu'elle sera encore efficace, pas forcément dans les ampleurs que vous avez citées, c'est des performances qui ont été vraiment un peu exceptionnelles aussi par le segment. Mais à long terme, on pense qu'on a cette capacité à surperformer. Après, la bourse, on a vu cette année, vous avez vu les événements qu'on a eus, qui auraient pu prédire que ça se finisse aussi bien. Voilà, nous, on est très humbles par rapport à ça, et donc du coup, on essaie de faire notre boulot et voilà, le point d'entrée, on laisse ce sujet à nos clients. Donc, finalement, on reste sur les fondamentaux.
Oui, dans l'approche. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on est évidemment mieux valorisé qu'il y a quelques années, et qu'on n'est pas dans une phase les meilleurs pour investir en bourse, vous les connaissez comme moi, c'est les phases post-crise, et c'est une phase où personne n'a envie d'investir. Donc quelque part, il n'y a vraiment pas de réponse à cette question. Mais en tout cas, vous restez fidèle à votre process, et ça, c'est Bien tout de sûr. même important, parce que c'est tout de même aussi ce qui vous a permis d'atteindre ces performances, des performances pour lesquelles je vous félicite, Merci, Vincent. ainsi que votre équipe de gestion, Oui, Julien, toute parce que l'équipe. je pense que vous avez rendu plus d'un investisseur heureux. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup.